Digital Congo, la télévision numérique. Nouvelle session d'information, bienvenue à tous. Face aux braquages qui se multiplient à Kinshasa et dans d'autres grandes villes de la RDC, le gouvernement de la République prend des mesures. Les FARDC continuent à protéger les civils face aux attaques des agresseurs, pendant que la traque des groupes armés se poursuit en Ituri et dans le triangle Congo central Kinshasa, Grand Bandundu, parmi les sujets évoqués au Conseil de ministres du vendredi 24 octobre. Non à la balkanisation de la RDC, il n'y a pas de RDC sans le Nord et le Sud Kivu. Les acteurs sociaux étaient descendus dans la rue pour demander aux dirigeants de traiter la question de la reprise de territoires occupés en priorité. Enfin, la régie de Fourrière du contrôle technique dans la rue ce vendredi, dans une caravane motorisée à travers les grandes artères de la capitale. Les buts, mobiliser les automobilistes pour le contrôle technique de leurs véhicules. Merci de choisir Digital Congo pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo prend des mesures pour faire face aux braquages qui se multiplient à Kinshasa et dans d'autres grandes villes de la RDC. La vice-ministre de l'Intérieur l'a dit à la 64e Conseil de ministres présidé le vendredi 24 octobre par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine et sur la situation opérationnelle dans la guerre dans l'Est de la RDC. Les FARDC continuent à protéger les civils face aux attaques des agresseurs pendant que la traque des groupes armés se poursuit en Ituri et dans le triangle Congo central, Kinshasa, Grand Bandundu. Extrait du compte-rendu lu par Patrick Mouyaya, suivez. Les différents rapports de service font état des influences de certains leaders politiques et chefs des partis qui, depuis Kinshasa, tirent les ficelles afin de prendre le contrôle de certaines provinces. De ces faits, le ministère de l'Intérieur envisage de réunir tous les chefs des partis aux fins de les inviter à privilégier la stabilité des institutions provinciales pendant cette période critique où la nation demeure confrontée à une crise sécuritaire dans sa partie orientale. Abordant le chapitre du banditisme et de la criminalité, la vice-ministre a informé les conseils que des actes de braquage et attaques par des criminels enregistrés ces derniers jours, dont les cibles ont été des agences financières, les régies financières, les magasins et dépôts dans Lubumbashi et d'autres agglomérations. Tenant compte de ces tendances haussières, à l'approche de fin d'année, le ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières a pris les dispositions nécessaires pour répondre à ces fléaux. Ici est d'indiquer que la plupart des criminels sont pour la plupart des repris des justices. Sur ces mêmes chapitres sécuritaires, au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale en mission, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a informé les membres du Conseil de la situation opérationnelle et sécuritaire. Il a indiqué que la situation des opérations militaires durant la période concernée est marquée par de nombreuses attaques des agresseurs et la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo à protéger nos populations dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et par la poursuite de la traque de groupes armés en Ituri ainsi que dans les triangles formés par le Congo central, la ville-province de Kinshasa ainsi que la province du Grand Bandundu.
Et c'est bel et bien parti dans le projet d'extension de la ville de Kinshasa. Le gouvernement qui tient à une modernisation maîtrisée, planifiée et équilibrée a d'ores et déjà signé avec un consortium sino-congolais. La première ministre Judith Suminwa a invité au cours du Conseil de ministres un engagement collectif et une collaboration entre les membres du gouvernement concerné, la ville de Kinshasa, ainsi que les organes techniques pour la réussite de ce projet qui couvrira 430 000 km². Extrait du compte rendu une fois de plus, lu par Patrick Mouyaya, choisi par John Zati. La première ministre a fait le point du projet d'extension de la ville de Kinshasa. C'est ainsi qu'elle a présidé au nom du président de la République les jeudis 23 octobre 2025 la cérémonie des signatures de la convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et les consortiums sino-congolais Development Zone, la convention qui porte sur l'extension et la modernisation de la ville de Kinshasa, orientée vers une urbanisation maîtrisée, planifiée et équilibrée. Dans sa globalité, le projet s'étendra sur 430 km² et couvrira plusieurs zones d'activité économique, notamment des zones industrielles, des zones agro-pastorales, résidentielles, administratives, commerciales, ou encore disposera d'une base logistique. La première ministre a tenu à souligner que la réussite de ce projet transversal est tributaire de l'engagement collectif et de la collaboration nécessaire entre le membre du gouvernement concerné, la ville de Kinshasa, ainsi que les organes techniques du gouvernement directement impliqués. À cet effet, elle a invité le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, à lui fournir dans les meilleurs délais une feuille de route mettant en exergue toutes les étapes critiques à la mise en œuvre de ces projets, ainsi que les responsabilités directes qui incombent à chaque partie prenante pour en assurer un suivi efficace. Et puis la société civile dénommée Comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC s'insurge contre l'insécurité persistante dans la partie orientale du pays. Le vendredi 25 octobre, ces acteurs sociaux ont organisé une marche pacifique pour dire non à la balkanisation de la RDC, car il n'y a pas de RDC sans le Nord et les Sud Kivu, où deux itinéraires étaient choisis avec pour point de chute le Palais du Peuple, où le coordonnateur Patient Bachombe a lu un mémorandum suivant. Dire non à la balkanisation de la RDC, c'est dans ce cadre que ces acteurs sociaux ont tenu une marche pacifique pour relever l'insécurité qui prévaut à l'est du pays. Dans un mémorandum lu par Maître Patient Bachombe, on ne peut pas parler de la RDC sans le Nord et les Sud Kivu, d'où les rétablissements de la paix demeurent crucial. Il a par la même occasion formulé des recommandations au gouvernement de la République. Nous sommes venus ici à la représentation nationale pour déposer notre mémorandum. Nous avons démontré dans ce document combien nos populations, nos compatriotes sont pris en otage. Les souffrances qu'ils endurent nuit et jour. Sud Kivu et l'Ituri sont des entités du territoire congolais et nous ne sommes plus d'accord qu'on continue à assister passivement, n'est-ce pas, à l'implantation même des administrations parallèles. Et pendant que nos populations sont en train de souffrir là-bas, nous devons récupérer ces entités. Les Congolais doivent dire trop c'est trop. Nous avons une résolution, la résolution 2773. Cette résolution exige le retrait des troupes étrangères. Mais cette résolution souffre de son inexécution. Il faut noter que deux itinéraires étaient tracés pour la marche, notamment de l'échangeur de Limete jusqu'au Palais du Peuple pour la population de la partie est de Kinshasa, et le deuxième point de ralliement a été le rond-point Mollard dans la commune de Bandalungwa pour la population de l'ouest de la capitale, en passant par l'avenue de la Libération avec comme point de chute le Palais du Peuple à Lingwala. Construisons notre avenir ensemble. L'Ituri a célébré la journée des Nations Unies sous le signe de la paix et du développement. Cela
dans une ambiance de réflexion sous le thème « Agir ensemble pour la paix et le développement durable et la dignité humaine en Ituri ». Le chef du bureau de la MONUSCO en Ituri, Josia Obat, a salué les efforts conjoints déjà fournis dans la province. Mais quelles leçons majeures l'ONU et les autorités locales tirent-elles des 2 décennies de crise dans cette province? Il répond ici aux questions de Vérité Johnson depuis l'Ituri. Quand on parle de la paix en Ituri, je crois qu'on a beaucoup de choses qu'on a déjà fait. Il y a beaucoup d'avancées. Passé par là, il y a les retours des déplacés, il y a les groupes armés qui ont décidé d'apporter des pas et cesser avec responsabilité. Malgré ça, ça existe toujours des points où on a toujours des problèmes et ça existe toujours quelques groupes armés qui nous disons il doit apporter la paix, chercher de travailler avec les autres, avec tout le monde ici dans les provinces pour regagner la paix. Vous avez écouté le message que le gouverneur a lancé, il a dit aimons-nous comme les Ituriens. Il faut faire un esprit de pardon pour que les gens puissent vivre ensemble. L'Ituri a beaucoup de potentiel et l'Ituri c'est très grand. Il y a l'espace pour tout le monde, il y a les ressources pour tout le monde. Si seulement les populations cultivent la paix, travaillent ensemble, tout va très très bien marcher. Nous, comme la MONUSCO, nous sommes ici pour travailler avec le gouvernement pour rétablir la paix. Et vous savez très bien les activités que nous menons passer par là. Et tout ça dans l'esprit de chercher la paix. Tout à fait autre chose dans ce journal. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le contrôle technique des véhicules, la régie de Fourrière du contrôle technique a organisé ce vendredi une caravane motorisée à travers les grandes artères de la capitale pour sensibiliser les automobilistes pour le contrôle technique de leurs véhicules. Hubert Chipukana et Jean Guindoua étaient sur place. La régie des fourrières et des contrôles techniques de véhicules de Kinshasa a lancé ce vendredi une caravane motorisée à travers les artères principales de la capitale pour encourager les automobilistes à soumettre leurs véhicules au contrôle technique obligatoire. Le cortège est parti de la gare centrale, a longé le boulevard du 30 juin avant de s'achever au rond-point Soussimat à Gombe. Tout au long du parcours, le directeur général de la RFCK, Joseph Kassinzi Mafolo, accompagné de ses adjoints Maître David Chimanga et Gustave Kando, a échangé avec des conducteurs et remis des dépliants explicatifs présentant le programme et les sites dédiés au contrôle technique. Satisfait de la mobilisation, Joseph Kassinzi a rappelé que le contrôle technique est une obligation citoyenne. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence Daniel Bumba Lubaki, avait lancé la campagne volontaire des contrôles techniques dans la ville de Kinshasa. C'était en date du 29 septembre. Et la date butoir, c'est le 1er novembre 2025. Nous sommes toujours pendant la période de la sensibilisation. On sensibilise la population quinoise pour qu'ils partent soumettre leurs véhicules au contrôle technique dans nos différents centres agréés dans la ville de Kinshasa. Les Quinois, nous sommes très mal habitués. Souvent, nous n'attendons que les derniers moments. Je demande aux Quinoises et Quinoises, je les interpelle, je leur demande d'aller soumettre les véhicules dans des centres agréés qui n'attendent pas la date butoir. Parce que chez nous, à la RFCK et au gouvernement de Kinshasa, il n'y aura aucun report. Ils sont toujours habitués dans des reports, mais pour cette fois-ci, il n'y aura pas de report. Les trois, nous allons faire un bouclage général dans la ville de Kinshasa. Donc, Quinoises et Quinoises, nous vous demandons, nous vous prions d'aller soumettre vos véhicules dans les centres agréés pour les contrôles techniques. Et je vais préciser ici que le contrôle technique est obligatoire. Quel que soit votre rang, vous êtes dans l'obligation de soumettre votre véhicule au contrôle technique. Au cas contraire, vous subirez la guerre de la loi. La phase volontaire du contrôle technique se poursuivra jusqu'au 1er novembre, tandis que la phase obligatoire débutera le 3 novembre 2025. Et
Et puis parlons culture dans ce journal. Lancement officiel ce vendredi 24 octobre 2025 du festival Rumba Parade, 11e édition spéciale Diva, organisée par le Centre culturel Wallonie-Bruxelles avec le soutien de ENIC RDC. L'objectif de cette édition est donc de rendre hommage aux femmes qui semblent être oubliées dans la rumba malgré leurs efforts fournis. Yvonne Amoury et Josué Mazoa signent ce reportage. Rendre hommage aux femmes congolaises qui semblent être oubliées dans la rumba, c'est l'objectif principal du lancement officiel du festival Rumba Parade 11e édition, spécial Diva, organisé par le Centre culturel Wallonie-Bruxelles de Kinshasa avec le soutien des ENIC RDC. Cette édition est placée sous les signes du talent féminin. Cécile Djunga, la gardienne du Centre Wallonie-Bruxelles, confirme que c'est un orchestre féminin 100% belgo-congolais. L'événement va s'étendre sur d'autres provinces congolaises, histoire de promouvoir la rumba de la RDC, a-t-elle laissé entendre. La particularité, c'est vraiment qu'on met la lumière sur les femmes dans la rumba qui ont été trop longtemps oubliées. On connaît évidemment la rumba des pères, avec les Papa Wemba, évidemment, le hockey jazz, Kofi, tout ça on connaît. Mais parfois on connaît moins bien certaines chanteuses. Donc ce soir, vraiment, on rend hommage à toutes ces chanteuses qu'on n'a pas assez chantées. Voilà. Et puis surtout, sur scène, il y a des femmes. Alors, on a souvent entendu des voix de femmes, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de femmes à la batterie ? Des femmes à la basse, des femmes aux percussions, tout ça. C'est important pour nous de montrer que les femmes sont partout et qu'elles savent aussi tout faire comme les hommes. Le prochain concert, c'est déjà dimanche à Banzangungu, où on va vraiment faire la fête avec les orchestres locaux. Le festival Rumba Parade 11e édition spéciale Diva met en valeur les femmes qui chantent pour montrer qu'elles sont importantes dans la musique et n'avaient pas assez de représentation dans la rumba. Les dames artistes ont été inspirées par les chansons des chanteuses congolaises telles que Tchalamwana, Billy Abel et tant d'autres. Et puis on prend l'actualité en dehors de nos frontières avant de finir. En Côte d'Ivoire, 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi 25 octobre 2025 pour désigner leur président. 5 candidats sont en lice, dont Alassane Ouattara, le chef de l'État sortant. Les résultats de ce scrutin sont donc déjà attendus en début de la semaine prochaine. Trésor Moudia nous en dit plus dans ce commentaire. C'est un grand jour pour le peuple ivoirien. Ces derniers sont appelés à désigner par vote ce samedi 25 octobre leur président. 5 candidats sont en lice, dont Alassane Ouattara, 83 ans, président sortant, qui brigue un 4e mandat. Après les graves crises connues lors des scrutins de 2010 et 2020, cette année, les manifestations et blocages se sont cantonnés à d'anciens d'opposition, principalement dans le sud et l'ouest. Bilan 4 morts, dont un gendarme dans une embuscade près d'Agboville dans le sud. La présidentielle de ce 25 octobre se déroule sans les 2 principaux opposants. Les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ont été rejetées définitivement. Les premiers en raison d'une condamnation judiciaire et les seconds pour des questions de nationalité. Le chef de l'État au pouvoir depuis 2011 affronte donc les ministres Jean-Louis Bilan, Awad Domelo ainsi que l'ex-première dame Simone Eyve et Henriette Lou, déjà candidates en 2015. Les Ivoiriens qui espèrent un changement total attendent impatiemment le résultat en début de la semaine prochaine. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous. Au revoir.